Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivement Doumanche. Salut Victor. Hello Michael. Bonne année à toutes et à tous. On est giga à la bourre. Ouais. Comme d'habitude, on est un peu les derniers, vous savez, comme ceux qui jettent leur sapin de Noël vers début avril. Ouais. Bah nous c'est pareil, on continue à vous souhaiter la bonne année début février. Ouais, tout à fait. Vous serez les dernières personnes à qui on souhaite bonne année. Je sais pas si vous avez fait pareil, mais quand vous rentrez après les vacances de Noël, il y a à peu près deux semaines où tous vos mails, avant toute chose, meilleurs vœux, on en a marre, mais bon, bonne année quand même. Hein. On est les derniers à vous faire chier. Alors, on a beaucoup de retard parce que, comme ça, vous êtes peut-être surpris de ça, mais en fait, on ne vit pas de Vivement Doumanche, Ouais. on a des vrais métiers en fait. C'est ça, contre toute attente, effectivement, ça nous permet pas de gagner notre vie. Pas encore. Vous allez souscrire dans quelques... Évidemment, ce sera 200 € par mois. C'est ça, ouais. Parce qu'on a des faux frais. Mais non, donc plus sérieusement, évidemment, on est un peu à la bourre, mais on a trouvé quelques sujets hyper intéressants pour les émissions, enfin je pense hyper intéressants pour les émissions de cette fin de saison numéro 3. Et le premier sujet là qu'on avait envie d'aborder avec vous, c'était celui des covers ou des reprises. Ouais, clairement. C'est quand même une partie intégrante du rock et par extension du métal. Pourtant, il y a assez peu de contenu qui en parle. Donc on s'était dit que c'était un peu cool de faire un petit tour de la question. Bah, surtout que la musique rock est depuis longtemps quand même une espèce de musique de standard. Il y a quand même beaucoup de groupes qui ont fait leur renommée sur des reprises, parfois de standards folk, qui étaient d'ailleurs même pas attribuées à tel ou tel groupe. Hein. Ouais. C'était des choses dont on ne sait pas comment elles ont été créées. On peut penser à House of the Rising Sun, Ouais, Hey Joe The de Animals, Hendrix aussi. Ouais. Hey Joe de Hendrix. Et ce qui est drôle, c'est que les gens ne savent pas nécessairement que ce sont des reprises. Des reprises. Honnêtement, moi, Hey Joe, initialement, j'avais aucune idée que Ouais. c'était pas un truc original. House of the Rising Sun, c'est un peu différent parce qu'on avait déjà entendu la musique folklorique Il y en a avant. d'autres et tout, ouais, Quand tout à t'écoutes Johnny Hallyday, le pénitencier, qui reprend le standard, on sent quand même qu'il y avait potentiellement une origine qui était un peu différente. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant que tu mentionnes Johnny, parce que, aussi marrant soit-il, effectivement, le rock est aussi venu en France. Oui, par la reprise de standard. C'est ça, Ouais. exactement, par la reprise de standard. Les Rolling Stones, c'est pareil, tout le début de carrière, c'est que du rhythm and blues de bluesman américain. Ouais. Et ouais, donc en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'actuellement, ça fait quelques décennies où il y a eu une espèce de switch, où on voit la cover comme une espèce d'exercice un peu méprisable, Ouais, complètement alors ringard, que ouais. ça a vraiment boosté le début du rock. Et Il faut on aussi va dire- un peu se demander pourquoi c'est le cas. Pourquoi? Et il y a aussi une grande part qu'on peut déjà spoiler, c'est de dire que c'est pas toujours très réussi. C'est aussi simple que ça, mais effectivement, on va rentrer un peu plus en détail sur les mécanismes qu'il y a derrière, pourquoi c'est fait, etc. Une des raisons principales, c'est que dans le rock, à l'inverse de la musique classique par exemple, il n'y a pas de distinguo entre l'interprète et le compositeur. Ce qui fait que la reprise peut peut-être avoir moins d'utilité. Considérant que le rock est depuis sa création une musique enregistrée, on se demande jamais comment la composition aurait sonné aux yeux du compositeur ou ce genre de choses, parce que l'interprète et le compositeur est en général la même personne, et que nous, on a une trace de ce standard de base, comment il a été pensé par son créateur. Ouais, puis il y a aussi une logique de dire qu'il y a beaucoup de, notamment en musique classique, d'éléments qui sont purement instrumentaux. Et Tout à dans le fait. rock, on sait qu'il y a une immense identité entre la personne qui compose et la voix du groupe qui va l'interpréter. Qui l'apporte, ouais. Et donc effectivement, dès qu'il y a un changement de chanteur dans un groupe ou autre, on sait que déjà tout le monde se braque. Donc le fait de faire une reprise avec une voix différente, c'est quelque chose qui peut vite cristalliser des difficultés ou des gens qui vont ne pas aimer exclusivement parce Ouais. que c'est pas la voix à laquelle ils ont été habitués pour tel standard ou telle musique. Et même dans la musique classique, genre tout ce qui est vocal, de type notamment les opéras, il y a quand même une grosse dimension un peu acting. C'est-à-dire que si on accepte qu'il y a 1000 personnes qui puissent interpréter un Dracula, un Nosferatu, n'importe quoi, c'est aussi normal qu'il y ait plusieurs personnes qui interprètent un Figaro, quoi. Oui, complètement. Mais bon, au-delà même de la musique, l'acte de reprendre, de réinterpréter, de fixer, c'est quand même à l'origine de pas mal de processus créatifs. Et c'est assez particulier que dans le rock, on soit assez frileux, voire méprisant, alors que déjà, le premier single de Presley, c'est une reprise de That's Alright. Et même au-delà même de ça, par exemple, dans la littérature occidentale, l'Iliade et l'Odyssée, c'est des poèmes qui ont été compilés, qui ont été remixés, réinterprétés, réajustés dans Donc on n'est pas certain de l'ordre. l'origine, on n'est pas certain On n'est pas certain de l'origine, et il y a pas mal de personnes qui pensent même que Homère n'a pas existé, et qu'en fait c'est plusieurs personnes qui ont refixé plusieurs récits oraux, et qui les ont juste couchés sur le papier, mais c'est pas un truc qui sort de A à Z. Ainsi donc, la reprise, la réinterprétation, le remix, entre guillemets, c'est vraiment une des techniques qui est les plus utilisées pour créer artistiquement parlant, quoi. Alors que c'est très mal vu dans la musique rock et métal, et surtout métal d'ailleurs, qui va être Surtout le métal. prisme. Et donc on s'est dit qu'on va faire notre vidéo toujours suivant des plans très très scolaires, parce que c'est ce qu'on aime Exactement. naturellement pour cette émission. Et on va un peu voir, dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les motivations qui peuvent justifier l'idée de faire une cover, parce que on va dire l'intention du groupe qui va reprendre un autre, ça peut avoir se poser sur des ressorts qui sont un peu distincts.
et ensuite un peu quels sont les écueils, c'est-à-dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche. Exactement. Et il y a quand même des traits communs qui ressortent assez facilement. Et on terminera évidemment par la partie pépite, on vous donnera nos tops et nos flops surtout. Ouais, exactement. Parce que c'est comme un exercice où on pourrait faire un long catalogue de catastrophes et de choses pas trop mal. On a essayé de se cantonner à quelques tops, mais c'est ça. À l'inverse, il y a quand même pas mal de trucs bien aussi, quoi. Donc on va faire une petite playlist Spotify aussi pour vous, avec une vingtaine de titres qu'on aime bien, des reprises qu'on trouve parfois même meilleures que les originaux. Et il y a des hot takes. C'est ça, ouais. Et après, quelques petites dingueries à la fin pour pourrir vos soirées, pour pourrir les oreilles de vos amis. Alors dans cette première partie, on s'est vraiment intéressé à l'élément intentionnel derrière une cover. C'est-à-dire pourquoi un groupe décide, soit en live, soit sur album, décide de refaire une reprise d'un standard ou d'un groupe précédent. Ouais, clairement. D'ailleurs, il y a quand même quelques travaux en sciences sociales et en musicologie sur les reprises dans le rock, et c'est quelque chose c'est un point central. C'est en fait qu'est-ce qui motive l'acte de reprendre. Il y a parfois des attitudes qui peuvent paraître comme ridicules, voire indécentes dans la reprise, parce qu'il peut y avoir un peu ce truc de pillage. Ouais, de vider de sa substance un peu une musique qui était censée représenter quelque chose. Tout à fait, ouais. Il y a des discours qui sont relativement frais sur la démarche des Rolling Stones, qui ont repris pas mal de standards de blues d'afro-américains de base, sauf que voilà, c'est quand même des mecs de Londres, des petits blancs de Londres, qui sont pas nécessairement dans une démarche contestataire, tu vois, et qui reprennent ça en enlevant un peu ce qui a généré, ce qui a motivé les gens à produire cette œuvre. Il peut y avoir aussi parfois l'envie de faire rentrer dans un champ de culture légitime des trucs qui sont un peu plus underground. C'est pas un exemple incroyable, hein, mais il y avait pas mal de gens qui trouvaient que les reprises de Nirvana par Post Malone pendant le confinement étaient ridicules parce que voilà, c'est un rappeur à des millions de vues, nanana. Tu sais, comme si Nirvana c'était le fin du fond de l'underground. Mais voilà, des fois il y a effectivement prendre quelque chose et le changer de place, le légitimer, le délégitimer également, tu vois, genre c'est le cas des reprises de pop par des groupes de métal. Mais parfois, c'est aussi beaucoup plus ingénu, et il s'agit simplement, pour un jeune groupe, de s'inscrire dans une filiation et dans une histoire. Ouais, c'est peut-être le premier point, le sous-point en fait dans l'intention derrière une cover. Il y a quand même cette idée de générer une filiation pour un jeune groupe. C'est quand même pas rare de voir des jeunes groupes qui vont sortir un EP et qui vont sortir en plus une cover d'un groupe qui les a potentiellement influencés pour dire en fait voilà dans quelle lignée on s'inscrit. Exactement, ouais. Tout à fait. C'est d'ailleurs assez drôle parce que c'est aussi un truc qui te permet de bien démarrer en live. Je pense qu'à l'époque de ton lycée et à la mienne également, on a quand même vu pas mal de concerts un peu moyens, et à la fin du concert, voilà, il y a une cover, et donc les 10 personnes présentes dans la salle commencent à bougent un peu plus. ouais. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'en général, c'est un truc qui dessert plus le groupe, parce qu'il permet de mesurer l'écart d'écriture entre leur propre compo et la reprise de Slayer, tu vois, genre t'es en mode... mais il y a le côté un peu donner une carte d'identité et dire voilà, je m'inscris dans telle esthétique, et c'est souvent une des intentions, je trouve, surtout en début de carrière pour les jeunes groupes, c'est vraiment de dire voilà, voici mes compositions, mais je fais une cover d'un groupe qui m'a potentiellement influencé et qui montre un peu on va dire, l'univers dans lequel je veux évoluer et pourquoi j'évolue et pourquoi... Donc ça peut être une des raisons de justifier de faire une cover. Et je pense que la deuxième raison qu'on voit souvent qui est liée, qui n'est plus du tout uniquement pour qui est un prolongement, mais qui est pas uniquement pour les jeunes groupes, c'est quand même celui de rendre hommage à une influence ou un groupe qu'on a aimé, tout simplement. C'est comme un procédé qui est quand même utilisé, y compris par des groupes hyper établis. Pour faire des petits clins d'œil. Mais quand tu parles de groupes établis, effectivement, l'exemple le plus connu, c'est Garage Inc. de Metallica, donc album de reprise de Metallica, où ils reprennent des trucs assez divers d'ailleurs. Ouais, complètement. Alors on parlera pas des reprises de Metallica en live, des musiques de chaque pays, parce que là on pourrait... là on a quand même des souvenirs un peu traumatisants. Mais oui, il y a vraiment des exemples absolument multiples de groupes qui se sont inscrits. J'en pense notamment à un que j'aime beaucoup, qui est Children of Bodom, qui a toujours fait ça dans sa carrière. Quand tu regardes, dans chaque album, il y avait des covers, et c'était toujours d'ailleurs des covers qui correspondaient plus ou moins aux influences et aux orientations des albums qui sortaient. Donc dans Hatebreeder et Follow the Reaper, par exemple, t'avais beaucoup de covers d'Iron Maiden, de Wasp, ce genre de choses, et ils sortent leur premier album avec vraiment une influence trash qui était Hate Crew Death Roll en 2003 ou 2004, je sais plus, 2003, et là il y a une reprise de Slayer qui était Silent Scream. Donc on voit vraiment qu'à chaque fois ils mettaient des covers qui correspondaient un peu à l'orientation musicale qu'ils voulaient, et là c'était clairement un espèce de coup de chapeau, un espèce de clin d'œil à des groupes qui les ont marqués, et pour toujours créer cette filiation, mais un peu différente du jeune groupe. Là c'est vraiment juste se faire plaisir et montrer ses influences. Bien sûr.
Et même dans ces trucs-là, il y a quand même des groupes qui sont énormément repris. On pense à Led Zepp, Ouais, on pense à Metallica. Dio, dans tous ces groupes d'ailleurs. Dio, beaucoup, ouais, tout à fait. Les Beatles aussi. Les Beatles, c'est absurde. Et même les Beatles, c'est John Lennon aussi. Ouais, des Ghost, des Pain, des Alice Cooper, tous ces types-là ont repris les Beatles. Je crois même qu'il y a une reprise des Beatles par Bathory. Il faut que je vérifie, mais je crois que j'avais vu passer un truc comme ça. J'espère que c'est pas un fake, mais sinon c'est très drôle. Non, c'est effectivement, ce sont des groupes qui ont été poncés jusqu'à la moelle, précisément par ce côté. Vous êtes des fondateurs et on a cet immense respect et donc on veut pouvoir vous rendre hommage. Et des fois, c'est un peu touchant même de voir des mecs comme Ozzy Osbourne, genre 55, 60 ans, tu vois, qui est au sommet de sa fame, mais qui chante quand même encore In My Life, tu vois, genre en mode, voilà, tu vois, genre ça reste une immense rockstar, mais une rockstar avec un cœur. Mais ça c'est pareil quand tu regardais, quand tu parlais de James Hetfield de Metallica qui faisait des reprises, c'est-à-dire quand tu vois des vidéos de lui dans certaines émissions ou certains podcasts, il a une espèce d'humilité comme s'il avait lui-même un syndrome de l'imposteur. Quand tu en parles réellement, hein, James Hetfield, t'as l'impression qu'il baisse les yeux quand il voit des grands artistes qui lui ont influencé en disant non mais jamais je serai au même niveau de toi, alors qu'au final Metallica... mais le groupe Metallica c'est quand même un groupe monstrueux aujourd'hui, donc c'est envie de dire, tu t'attends à ce qu'ils soient pas très dingues vis-à-vis de leurs influences, qui sont parfois des groupes qui feraient leur première partie aujourd'hui en termes de célébrité, et pourtant t'as quand même cette approche un peu révérencieuse qui, à mon sens, c'est peut-être ce qui justifie le plus les covers aujourd'hui. Ouais, je comprends, ouais, tout à fait. Mais quand même, à ce côté un peu révérencieux qui, je pense, est peut-être une majorité des covers, il y a quand même un mouvement qu'on voit de plus en plus, et je trouve qu'il s'accentue. C'est peut-être une... Ouais, moi aussi, non, je suis d'accord. Mais il y a un peu côté de la cover, souvent d'ailleurs des covers de trucs mainstream en version métal, qui sont juste un peu pour choquer, pour faire rire, pour un peu décontenancer les gens. Ouais, et ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Effectivement, hein, historiquement, il y avait, il y a quelques années, il y a maintenant 20 ans, tu vois, il y avait Oops I Did It Again de Children, il y avait Rasputin de Tourizas. Qui est une catastrophe nucléaire d'ailleurs. Des catastrophes. My Heart Will Go On de Dragon Force aussi qu'on peut citer. Mais vraiment, ouais, ces dernières années, il y a eu une vraie accélération de la reprise métal de standard pop par des groupes de métal. On l'a vu d'ailleurs surtout dans des groupes qui ont parfois qui sont dans soit du folk metal ou des genres qui sont déjà des genres un peu dansants, en tout cas de la façon dont ils sont interprétés par les groupes, mais aussi des genres qui se veulent d'ores et déjà humoristiques. Je pense notamment à Electric Callboy qui avait repris Every Time We Touch de Cascada. Ça a été refait 1 milliard de fois, mais tu sens quand même qu'il y a des groupes qui utilisent ce procédé-là. À l'origine, ça pouvait choquer si c'était... T'imagines Emperor reprendre Cascada, là on est d'accord que ça choquerait. Electric Callboy qui reprend Cascada, c'est presque une continuité de leur composition. Ouais, mais en tout cas, il y a cette volonté de faire rire et de faire sortir un titre mainstream de sa zone de confort. Tout à fait. Le fait que dans la scène moderne, il y a aussi énormément de groupes qui soient influencés par la musique électronique fait que le remix est plus facile. On peut penser aussi à Betraying the Martyr, qui a fait une reprise horrible de Let It Go de La Reine des Neiges. Mais forcément, tous les beats un peu électro facilitent en tout cas cet exercice. Ce qui casse les couilles là-dedans, c'est que en général, c'est quand même des trucs qui sont faits pour des raisons mercantiles plutôt qu'artistiques. Ça permet de faire des réels, ça permet de faire des espèces de clips à des millions de vues parce que ça fait rigoler le connard de service. C'est aussi parfois des titres bonus dans des CD pour des éditions de luxe, ce genre de choses. Et en fait, c'est quand même rarement motivé par quelque chose d'intéressant artistiquement. J'ai un seul contre-exemple en tête, c'est Surfing Bird de Sodom. Qui est certes une espèce de classique de la guerre du Vietnam, et qui est au sein de M16, qui est quand même un album thématique. Donc certes, les voir reprendre ce titre-là, c'est assez marrant et c'est un peu loin de ce qu'ils font de base, mais ça s'inscrit quand même dans un projet cohérent, quoi. Ouais, complètement, et ça, il y a des groupes qui s'en sont un peu fait une spécialité, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des groupes, et je vais rementionner Children of Bodom, parce que je trouve que c'est le cas, qui avait d'ailleurs sorti un album, Skeletons in the Closet, fin des années 2000, je sais plus trop, qui était uniquement un album de reprise, et qui eux ont eu un peu les trois pans, c'est-à-dire les covers qu'ils ont fait en tout début de carrière, qui étaient un peu se mettre dans une filiation, le côté un peu révérencieux, en disant on veut montrer nos influences, et on veut les mettre en avant et se faire plaisir en reprenant des trucs qui sont quand même complètement à l'opposé d'un death metal mélodique / power des débuts, et à côté un truc pour faire rire, et clairement celle de Britney Spears, il n'y a pas d'autre truc que les mecs avec 4 grammes dans chaque bras quand ils ont décidé de le faire, tu vois. Donc c'est un peu les trois pans qu'on a identifiés sur l'intention derrière, et je sais pas s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées sur pourquoi un groupe se lance dans une telle entreprise. En tout cas, ça nous semblait être les moteurs principaux de pourquoi un groupe se décide demain je vais faire une cover d'un truc mainstream ou de rock.
Alors dans cette seconde partie, on va clairement évoquer un peu les raisons pour lesquelles les covers ça marche pas toujours. Ouais. Parce que la réalité c'est Clairement. qu'il y a quand même beaucoup de déchets et on peut dire que c'est un accueil qui est souvent très froid, mais pas pour des mauvaises raisons, c'est souvent justifié. Tout à fait. C'est simplement parce qu'en fait il y a pas mal d'écueils qui sont par les covers et dans lesquels souvent les groupes rentrent allègrement. Exactement, ouais, et font que le contenu est pas très intéressant, quoi. Exactement, et moi je pense que le premier, et c'est celui souvent qui est la raison pour laquelle ça m'intéresse pas, c'est un peu l'aspect faire une cover mais rien modifier. C'est-à-dire que si musicalement c'est peu ou prou un copier-coller, où il y a juste la voix qui change et on se dit ah avant c'était en chant clair, je le passe en grosse ou un truc comme ça, en fait ça m'intéresse pas parce que pour moi le seul intérêt d'une cover c'est vraiment d'être une réinterprétation. Ouais, Et de tout dire à fait. évidemment on reprend la trame, mais on va apporter des éléments nouveaux, et d'ailleurs on verra dans les tops tout à l'heure quand on va un peu expliciter pourquoi on a certains titres qui nous plaisent, à chaque fois il y a une justification derrière. Pour la plupart des cas, c'est vraiment des gens qui prennent un titre et qui le font rentrer dans leur univers. On pense ce qu'on veut de Let It Go de Betraying the Martyr, mais au moins il y a cette il l'a démarche-là fait- qui a été faite, Ah, ils l'ont fait rentrer dans leur Clairement. univers. C'est la raison pour laquelle ça marche pas, les autres. Mais effectivement, et je trouve que à ce titre-là, il y a beaucoup de groupes qui ont été mal repris, mais il y en a un où je trouve que souvent les reprises sont pas bonnes, c'est Metallica. Et il y a eu 2 albums de reprises, notamment, t'en as un qui s'appelait Metal Militia, qui est sorti genre au milieu des années 90, où j'ai souvenir qu'il y avait notamment des reprises par Dark Tranquillity de My Friend of Misery et Eye of the Beholder par In Flames à l'époque. Et en Ouais. fait, c'est nul à chier, parce que c'est vraiment, tu prends les mêmes sons quasiment, tout est exactement pareil, peu un ou prou. truc nul de base, Et tu- repris par un truc nul Ouais, de base. ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et en fait, tu changes juste la voix et c'est tout. Donc en fait, à part si t'es un die-hard fan du groupe, de l'un ou de l'autre d'ailleurs, tu vas trouver un plaisir. Mais sinon, en fait, j'ai juste l'impression d'écouter un copier-coller. Et c'était pareil dans l'album. Au milieu des années 2000, il y a un album tribute qui est sorti sur Master of Puppets où t'avais plein de groupes qui avaient repris des titres. Ouais, chaque titre de Master. Chaque titre de Master, etc. Je sais que Machine Head avait fait Battery, moi je l'avais bien aimé. Il y avait Kamira, donc Shimaera, qui avait fait Disposable Heroes, où j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal. Et à côté de ça, t'avais une flopée de titres qui n'avaient aucun intérêt, dont un d'un groupe que t'aimes bien, qui était Mastodon, qui avait repris Orion. Ouais. Bah en fait, c'était quasiment la même chose. Alors évidemment, le son était un peu plus moderne, blablabla, mais en fait, je trouvais que ça n'apportait absolument rien. Donc si t'as envie d'écouter Orion, jamais t'écouteras la cover par Mastodon. T'écoutes l'original et basta. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Mastodon, par contre, ils ont repris Stairway to Heaven, elle est vraiment bien. Tu sais, genre en hommage à un de leurs potes morts. Petit single, comme ça, t'as la tête du mec, t'as Stairway to Heaven, elle est assez cool. Donc c'est. Ouais, J'ai pas écouté le truc d'Orion, tu vois. Mais Mastodon, c'est pas les pires quand il s'agit de faire des reprises, tu vois. Ah, non, je dis pas que c'est logique. Cet exemple-là, pour moi, c'était Ouais. un peu l'exemple typique d'un titre où en fait c'est un peu CTRL-C, CTRL-V, et tu fais oui, bon, le son est légèrement différent, le son un truc, mais il n'y a pas de modification ou d'appropriation dans une atmosphère un peu différente, et du coup, je trouve que ça perd son intérêt, Ouais. et pour moi, autant écouter l'original en fait. Ouais, je comprends, ouais. Dans ce même genre de truc un peu copier-coller, t'as un label qui s'appelle Magnetic Eye Records, qui se fait un peu une spécialité de faire des compiles par des groupes de Stoner Doom qui soit reprennent Black Sabbath, soit reprennent Jethro Tull, Pink Floyd, des trucs psychédéliques et tout, tu vois. C'est pareil. Il y a un côté trop copier-coller, en particulier dans le cas de Black Sabbath, qui nuit à l'intérêt du truc. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui est assez marrant, c'est que du coup, on se rend compte que les groupes ont des bonnes démarches quand ils font une cover, c'est-à-dire le côté rendre hommage, mais vu qu'ils rendent hommage en ne voulant rien toucher, Ouais, parce bah que l'hommage est absolument inutile, quoi. c'est ça, c'est-à-dire que c'est révérencieux en disant je vais faire une cover pour rendre hommage ou pour montrer que c'est une influence, mais si ensuite j'ai un espèce de blocage à ne pas vouloir modifier l'original parce que c'est un titre mythique ou un titre que je respecte Ouais. trop, en fait toute l'entreprise Ça a n'a pas plus de- aucun ouais, sens. ouais, c'est clair, tu vois. Alors que, en fait, on peut faire un truc sans trop toucher aux choses et faire quand même un truc intéressant. Par exemple, Zao, qui est THOU, Sou, qui est un groupe qui est genre ultra spécialisé dans les covers. T'as un album, c'est que des reprises de Black Sabbath. T'as un album, c'est que des reprises de Nirvana, ce genre de choses. Moi, ma préférée, c'est une reprise de Crowbar, c'est The Lasting Dose. Et genre, en fait, c'est un groupe de sludge qui reprend un autre groupe de sludge, mais genre, émotionnellement, c'est pas la même chose. T'as une façon de vivre le truc qui est un poil différente, même si formellement, ça reste à peu près pareil, truc très Ouais. pesant, heavy, genre riflant et tout, tu vois. Mais tu peux juste, tu vois, genre, essayer de transmettre les interprétations, les vivre d'une autre manière. D'une autre manière, et je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je trouve que c'est pas nécessairement lié au statut un peu genre légendaire ou autre du titre fait. que tu vas commenter, parce que je trouve qu'il y a des groupes qui ont réussi à reprendre des titres de groupes qui sont 1 milliard de fois plus haut dans l'échelle qu'eux, et pourtant ils ont réussi à le faire. Et j'ai un exemple en tête, qui en plus un titre que j'aime pas, hein. J'aime pas la cover, mais en fait je la trouve réussie, même si je l'aime Ok. pas, qui est la reprise par Kill Switch Engage de Holy Diver, de Ok. Dio. On peut pas faire plus différent dans le spectre, et quand t'es fan de Dio, voir que Kill Switch Engage reprend un de tes titres, ça peut te faire mal au cul. Mais en fait, Ouais, je ouais, trouve bien qu'elle est sûr. réussie parce que ils ont réussi à bousculer le titre initial. Ils ont pas eu peur de le froisser en reprenant un son beaucoup plus moderne, metalcore, tout ce que tu veux. Mais en fait, ils ont respecté le titre tout en apportant leur sauce et en le mettant dans leur son.
t'aimes ou t'aimes pas, c'est un sujet, mais au moins il y a eu un parti pris. C'est pas un simple copier-coller, donc je pense que ça peut être bon, mais on voit bien que voilà, c'est fine line, tu fais un peu le funambule, et c'est compliqué de pas basculer du côté du kitsch ou du inchangé en fait. Tout à fait. Et à côté de cet écueil qui est celui de en fait ne pas vouloir trop toucher à l'œuvre initiale et du coup faire un truc qui est sans saveur, qui est très fade, on a un peu le côté inverse qui va être trop en faire. Et ça pour moi c'est peut-être le truc le plus gênant, c'est de vouloir toucher à un titre qui soit est très ancré dans une période et en fait le raconter aujourd'hui avec un son différent, ça n'a plus aucun sens. Ou en fait le transformer en espèce de titre de karaoké où t'as juste envie de mettre trop d'émotions là où ça n'avait pas lieu d'être. Et moi j'ai un exemple qui est typique et qui fait un peu mal parce que quand tu tapes le nom du groupe, c'est presque le premier titre qui vient, c'est Song of Silence de Disturbed. Sound of Silence, pardon, de Simon et Garfunkel. C'est une catastrophe nucléaire ce titre pour moi. C'est vraiment, j'ai l'impression d'écouter un type qui passe à The Voice et qui essaie d'en mettre trop pour faire pleurer la ménagère de plus de 50 ans dans un titre qui avait pas besoin de ça parce qu'il était déjà parfaitement bien comme il est. Et je trouve que c'est un raté, mais genre monumental. Bah après, ça c'est aussi le problème, c'est que c'est dur de reprendre des power ballades parce que justement t'as une charge émotionnelle et qu'il faut bien doser. Et en fait, quand t'es américain et que tu vois le taux d'obésité chez les Américains, tu sais qu'ils savent pas doser. Ils savent pas doser, tu vois. Et c'est pareil avec Five Finger Death Punch, tu vois, qui ont repris House of the Rising Sun, qu'on ont fait un truc genre hyper larmoyant, option un peu bikers et tout. Genre ouais, non, ça casse trop les couilles. Ça donne envie de crever. Mais ouais, après, c'est pas non plus des groupes de ouf de base, quoi. Mais c'est pas des groupes très fins de base, mais effectivement, il y a ce côté à vouloir prendre un truc, se le réapproprier, mais en mettant tous les potards à fond. En fait, il y a des moments où il y a des titres où ça marche pas. Parce que c'est juste pas fait pour, c'est pas des trucs qui ont été conçus pour. Et en fait, ça devient trop et ça devient presque risible. Et moi, j'appelle ça vraiment, pour moi, c'est des chansons de karaoké en fait. J'ai vraiment l'impression de ton pote qui chante à peu près bien. Et qui se dit, je vais tout donner sur ce titre. En fait, tu regardes, tu fais, ouais, putain, c'est. Non, en fait, il y a rien. T'as c'est vide. l'investiture de Trump, là, t'es un peu bourré, t'as envie de chanter un truc un peu patriotique, t'es là, tu vois, genre House of the Rising Sun avec tes potes redneck. C'est exactement ça. Et pour moi, c'est vraiment peut-être l'écueil le plus pénible. Dans les trucs presque plus pénibles, je préfère écouter à la limite une cover qui apporte rien, où je me dis, bon, je suis quand même content d'écouter un groupe que j'aime bien, qui reprend un autre groupe que j'aime bien. Mais alors vraiment, sur les trucs en font trop, pour moi, c'est typiquement le titre, ça me cringe au bout de quelques secondes, je peux pas. Les power ballades, c'est vraiment les trucs les plus durs à reprendre. C'est souvent les trucs les plus bas. Et je pense que le corollaire de ça, qui est aussi sur les mauvais écueils, même si c'est un peu au sens large, et ça on en voit quand même beaucoup, c'est le problème quand tu arrives à trouver une cover qui fonctionne à peu près bien, mais que ça devient le titre qui est le plus connu de ta discographie et que t'es connu que pour ça. Et ça me fait beaucoup rire, et je trouve qu'il y a pas mal de groupes comme ça. Il y en a un qui pour moi cristallise tout, c'est pour ceux qui se rappelleront de la période New Metal, fin des années 90, début 2000, c'est Alien Ant Farm, qui dans son seul album connu qui s'appelait Anthology, qui est le seul album qui s'est bien vendu. Après, le groupe n'avait sa seule titre qui a marché, c'était une reprise de Smooth Criminal de Michael Jackson. Et ils l'ont fait, ça a bien marché parce qu'effectivement ils s'étaient réapproprié le truc, et après toute la carrière c'était une déchéance. Et les mecs sont connus uniquement grâce à une cover, ça fout un peu la honte quand même. Ça fout quand même le seum. Après, il y en a qui veulent être connus juste pour faire des covers, tu vois, genre en tout cas toute leur démarche artistique c'est ça, tu vois. C'est effectivement le cas des cover bands. C'est effectivement le cas des cover bands. Ça, c'est quand même un sujet, on va un peu donner notre position là-dessus. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal. Ouais, bien sûr, ça casse les couilles. Enfin, on peut arrêter là, mais on va quand même développer. J'essaie d'être dans la demi-mesure, ça casse les couilles. Non, mais c'est vrai. Surtout qu'on a beaucoup en France. Je sais pas si on a plus en France qu'ailleurs, mais France, je trouve qu'il y en a pas mal. Beaucoup, et c'est vrai qu'on peut en citer quelques-uns, mais j'avais vu celui qui était entre guillemets le plus connu, c'était quand même le Four Horsemen, qui reprenait beaucoup de titres de Metallica et qui se faisait un plaisir d'ailleurs de souvent jouer des titres qui étaient peu joués en live par Metallica, ce qui est une démarche que je peux comprendre. Hein. Mais ça te permet aussi de, par exemple, je me rappelle qu'il passait pas mal au Motoc, tu vois. Quand t'es dans un festival qui est pas grand au point de pouvoir avoir la tête d'affiche, bien sûr, tu peux quand même genre faire un peu plaisir à ton public. Notamment mobiliser un peu des curieux, tu vois, sur des festivals un peu plus locaux, tu vois. Complètement, c'est certain, il y en a pas mal, hein, on pourrait en citer, hein, j'avais vu, il y a des noms qui sont assez marrants. Il y en a un, je suis obligé de le mentionner, fan de Children of Bodom, ça s'appelle Children of Bordeaux, je trouve ça incroyable. En vrai, c'est ultra drôle, mais il y en a beaucoup, surtout sur l'époque. En fait, c'est beaucoup des groupes de reprises de New Metal, je trouve. Je sais qu'il y a un tribute band de Linkin Park, il y en a un de Rammstein qui s'appelle Rashzeit, t'en as un de Après, t'as tous les trucs de rock aussi, tu vois ce que je veux dire. Complètement, mais je trouve que dans le metal, c'est beaucoup la période New Metal d'ailleurs, qui est beaucoup fait l'objet de réel cover band. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai une relation vraiment distante. Jamais je paierais pour aller voir un groupe, et même si c'était gratuit, je pense que j'irais pas, c'est un truc qui m'intéresse absolument pas. Mais je comprends la démarche de ceux qui se disent, en fait, je suis tellement un fan inconditionnel d'un groupe que je vais être très heureux de jouer leur titre et un peu de m'accaparer cette aura sur scène et de jouer des trucs qui me plaisent beaucoup. Et je comprends les gens de l'autre côté qui se disent, en fait, j'aime tellement un groupe que même chanté par quelqu'un d'autre et tout, j'aurais quand même mon petit plaisir d'écouter des titres plus rares et tout. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me
qui me laisse complètement de marbre. Genre, j'en ai vraiment pas grand chose à foutre. Ouais, bah moi non plus, tu vois. Moi, ce qui me tend particulièrement, c'est aussi toute la dimension commerciale du truc. Ouais, là, c'est-à-dire que quand vous voyez des affiches de cover band, il y a les logos originaux, genre AC/DC, Aerosmith, Rammstein, et en dessous, c'est marqué Buy. En tout et il petit. y a le, ouais, c'est En ça, tout petit, il y a ouais. le petit truc. Je sais que je pense que personne ne se fait flouer au point de se dire tiens, je pensais prendre un truc pour Rammstein. À Et 25 c'est balles. ça. Et je me retrouve avec 3 Alsaciens qui sont fans du RC Strasbourg. Mais en vrai, genre, assumez le fait que c'est... Enfin, n'essayez pas de vendre un cover en vous basant sur le groupe original qui est repris. Ça, moi, ça me saoule. Mais sinon, qu'est-ce qui me saoule aussi Zach Sabbath. Zach Sabbath, mec, ça me casse vraiment les J'étais couilles. sûr que t'allais en parler. Non, mais c'est vrai, gros. Franchement, on peut en parler vite fait. En fait, ce qui est chiant, c'est que, bon, Zach Wild, c'est un mec qui me fout la haine. Non, mais c'est réel. C'est pour moi, T'aimes pas ces solos de 34 minutes j'aime pas avec ces- des harmoniques artificielles? Non, exactement, ouais. Genre, le live à Budokan, avec tous les trucs d'Ozzy Osbourne et tout, où il fait des pinch harmoniques systématiquement et tout, je déteste. C'est un des trucs qui m'énerve le plus. Qui te trigger le plus. Ah ouais, ça me saoule. Et en plus, je trouve que le jeu de Zach Wild, il est particulièrement genre à l'opposé de Black Sabbath, où c'est simple mais efficace. Tu vois ce que je veux dire? T'as un côté qui est hyper épuré, et c'est la dimension épurée qui rend le truc aussi beau, tu vois. Soit dit en passant, je trouve qu'il a quand même édulcoré son jeu, parce que quand on l'a vu avec Pantera, Ouais, ça allait. j'ai trouvé qu'il Ça abusait allait, pas. J'avais ouais, peur ouais, qu'il ouais. dénature tout sur des riffs qui sont souvent très simples en plus. Donc si tu commences à Clairement. rajouter des harmoniques toutes les deux, j'ai trouvé qu'il était assez clean par rapport à ce qu'il par le mais passé. Mec, très bonne surprise aussi le concert de Pantera. Mais bon. On a dit le P-word, on va être cancel, fais gaffe. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon, de toute façon, on va pas les voir en février. Non. Et en fait, ce qui est un peu chiant dans Zach Sabbath, c'est qu'il y a quand même une légitimité émotionnelle. C'est-à-dire que ça a été le guitariste d'Ozzy pendant X temps. S'il y a un mec qui a bien le droit de reprendre Black Sabbath, pour qui Ozzy a une certaine confiance et tout, c'est quand même lui. Mais ça n'empêche que le résultat est raté. Que en plus, à l'inverse des cover bands qui vont jouer dans des bars à Clermont-Ferrand ou je sais pas quoi, lui là, il joue quand même dans des Élysées-Montmartre et tout. Genre, il a il y a une vraie démarche où il fait vraiment Un bif de fou avec, ouais. un vrai pognon, quoi, tu vois. Et bref, il faut savoir qu'il y avait une pétition à une époque pour l'empêcher d'enregistrer son album. Moi, je l'ai signé, frère, hein, tu vois, genre, tu sais, ça a servi à rien, mais genre, au moins, je suis droit dans mes combats politiques. Ouais, je vois ça, puis t'as des Et, combats qui sont forts en plus. Non, mais bien sûr, et gros, la défense du patrimoine, c'est vraiment un truc, tu vois, genre, tu sais, qui mobilise quand même pas mal de gens, qui est en plus assez transpartisan. Ok, Stéphane Bern. Et franchement, mec, dans un moment où politiquement on est tous un peu. C'est clivant, tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que ça bien qu'il y ait des combats un peu universalistes comme ça sur lesquels on peut tous se retrouver, tu vois. Genre, et moi, j'ai signé. Non au groupe de cover. Ouais, non à Zach Sabbath. Genre, arrête de enregistre pas les titres. Donc voilà en tout cas un peu ce qu'on voulait dire sur un peu les écueils à éviter et ceux qu'on constate souvent malheureusement sur les covers, Ouais. c'est-à-dire soit trop en faire, soit faire un copier-coller sans intérêt, et soit peut-être l'écueil maximum, c'est-à-dire de faire l'intégralité de sa carrière sur des covers, Ouais. ce qui en fait moi est la quintessence d'un truc qui m'intéresse absolument pas. Je Ouais, bien préfère sûr. des compositions médiocres qu'un groupe qui se borne à reprendre, mais encore une fois je respecte la démarche et je comprends qu'il y a des gens que ça intéresse. C'est juste en fait c'est pas ma guerre quoi, c'est vraiment fait. pas ma guerre. Bon, on va peut-être attaquer la partie qui va le plus intéresser les gens, parce qu'on a glosé Peut-être. un peu avant, mais tout le monde s'en fout. Ouais. L'important, c'est quand C'était même... même pas intéressant en plus. Non, je pense que l'important, c'est de donner nos tops et nos flops des pires et des meilleurs covers, selon nous, de groupes de métal. Tu veux commencer? Franchement, viens, on commence par la seule sur laquelle on est vraiment tous les deux d'accord. Effectivement. C'est The Green Manalishi de Judas Priest. Ouais, pour moi, celle-là, Incroyable. c'est top 3. C'est top 3 aussi de mon côté, tu vois. Genre, en plus, on a même pas préparé le truc ensemble. Quand j'ai vu dedans, j'étais en mode my man, tu vois, genre vraiment. Non, je la trouve trop Diamond bien. and Rust, elle est bien. Mais The Green Manalishi, elle est vraiment genre à des années-lumière du reste. Ah ouais, complètement. C'est vraiment, en fait, le truc de base a quand même un côté un petit peu heavy comme ça, mais genre repris par Judas Priest, qu'on fait un truc encore plus flamboyant, encore plus menaçant et tout, genre elle est Ah incroyable. non, elle est trop bien, vraiment. Ça fait partie pour moi de ces covers qui... je vais pas dire qu'ils sont meilleurs que l'original, parce que c'est trop différent. Moi, je trouve. Mais ça se débat. Et en parlant de ça, là, j'ai un peu aussi une hot take sur ma deuxième, Vas-y. qui est... et c'est là où on montre que, malgré tout le respect que j'ai pour Dio, qui est un respect absolument incroyable, la reprise de Rainbow in the Dark par Kemis, objectivement, Ok. j'écoute plus la reprise que l'original. Ouais, Parce comprends. que elle est bien, hein, mais. Enfin, l'original est incroyable, mais je trouve que c'est une cover qui est exceptionnelle parce que précisément, elle réussit, selon moi, à avoir la patte Kemis, leur son habituel, etc. Mais d'avoir juste modifié des trucs dans la chanson qui la rendent vraiment originale. Donc, par exemple, les claviers de la chanson originale,
ça devient un lead de guitare dans la partie de Ils sont Kémis. énervants en plus les claviers enfin ils sont très 80 et tout. Mais en fait, pour moi, c'est le seul truc qui justifie que j'écoute sûr. plus la cover parce que je trouve qu'elle a un charme particulier avec ça. Évidemment, le titre original est exceptionnel, il n'y a pas à dire. Mais pour moi, c'est une excellente cover. Parce que je trouve qu'ils ont réussi à s'approprier tout en apportant une dimension différente, ce qui est pour moi la réussite d'une cover. Ouais. Moi, j'écoute plus des groupes à cover, entre guillemets. Tu vois, genre, tu sais, il y en a pas mal qui sont très très bons dans cet exercice. C'est dur d'en trouver un, mais franchement, bon, Typo Negative, on fait énormément de très très bonnes reprises. Il y a celle de Hey Joe qui s'appelle Hey Pete, qui est assez marrante. Mais je pense que ma préférée, elle s'appelle Santana Medley, qui est donc une espèce de mix de Evil Ways, il y a Black Magic Woman, il y a un autre titre ou quoi. Ce qui est très drôle, c'est que vous voyez, genre, Santana, c'est une musique qui est assez légère, plutôt groovy, ce genre de truc. Ils arrivent à en faire un truc genre ultra pesant. En fait, ils changent radicalement l'ambiance du truc, tout en ils respectent pas du tout le matériel original, mais en fait, ils le mettent vraiment dans leur univers, et il y a un écart qui est assez important. Ils ont fait de très belles reprises de Black Sabbath aussi, par exemple, mais genre, entre l'éponyme de Black Sabbath et Typo Negative, il y a un chemin qui est quand même moins long entre Santana et Typo. Non, le medley Santana, incroyable. Ouais, ça c'est effectivement... Moi, c'est dans les groupes, je trouve qu'il y a des groupes qui ont été très bien cover, d'autres qui l'ont été très très mal, et d'autres où c'est ultra variable, et dans les ultra variables, il y a Iron Maiden, qui a été très bien cover. Moi, je trouve ça toujours nul. Et il y a des covers d'Iron Maiden qui sont catastrophiques, et moi, il y en a très peu. Il y en a en fait que deux que j'aime bien. Il y a une reprise de Ace's Eye par Children of Bodom, que j'ai trouvé très réussi, ce qui est pas évident. Déjà, elle va trop vite. Le titre original est rapide, tu vois. Genre, mais je trouve pas qu'ils l'aient accéléré ça. Ils l'ont accéléré. Quoi. Mais oui, ils l'ont accéléré, mais je la trouve pas exaspérante. Et il y a Hallowed Be Thy Name par Machine Head. Où la première minute je la trouve un peu relou et à chaque fois je me dis machin, et en fait quand le titre prend un peu son ampleur, je trouve que Machine Head a réussi à vraiment bien la cover. Donc c'est moi c'est un des titres en tout cas que je trouve réussi, encore une fois, parce que si tu ne connaissais pas l'original, t'aurais l'impression que c'est un titre fait par Machine Head, et il y a un peu ce côté appropriation qui est très réussi dans les compos et la façon dont ils ont réarrangé le titre. Donc pour moi c'est une réussite. Ouais, je comprends. On verra dans les flops, il y en a pas mal des covers d'Iron Maiden. Ce qui est assez marrant, c'est que moi le groupe dont je vais parler maintenant, il a aussi repris Iron Maiden, et j'aime pas trop. Je crois qu'ils ont repris Remember Tomorrow, mais c'est pas mon préféré. Par contre, Uncle Acid a fait une reprise de Charles Manson. Je connaissais même pas le titre original, tu vois ce que je veux dire, qui s'appelle Get On Home, et c'est une espèce de folk un peu crado avec une guitare acoustique et tout. En fait, t'imagines parfaitement Manson reprendre ça quand tu connais aussi le destin du personnage. Tu vois que Uncle Acid ont vraiment insisté pour donner un aspect inquiétant au titre. Ça marche ultra bien. Folk un peu grinçant et à la fois assez chill quand même. Tu vois, tu sais, t'as quand même le côté un peu hippie, mais hippie malsain, et tu sens dans le titre un peu le destin funeste de Manson derrière, et c'est un tour de force, tu vois. Ouais, non, mais il y a des groupes comme ça. En parlant d'ailleurs de malsain, etc., on peut peut-être parler d'une cover de Limp Bizkit. Ouais, vas-y. Il y a un truc où en fait, c'est peut-être parce que c'est Limp Bizkit et tout ce que touche Limp Bizkit, ça devient parfait. Ouais. C'est peut-être ça aussi le truc. Mais j'ai un problème avec leur cover de Face de George Michael, c'est que la première fois ça m'a fait rire. Et en fait, maintenant, en live, je la trouve incroyable. Non, mais je l'écoute jamais sur album, je m'en bats les couilles. Mais en live, elle marche trop bien. Et je trouve qu'en fait, ils ont réussi, parce que pour le coup, ça ressemble à rien, ils ont changé des trucs. Je trouve qu'elle est réussie, en fait, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont eu ce parti pris de reprendre un titre. Et évidemment, quand il y a Fred Durst, il met sa magie stupide et ça marche, quoi. Clairement. Donc pour moi, ça fait partie quand même de mes top covers. Ouais. J'ai un peu parlé de Zao avant, effectivement, j'avais parlé de The Lasting Dose. Tout ce qu'ils ont fait en cover, c'est bien, et en particulier, j'aime beaucoup les trucs de Nirvana, parce que c'est pareil, t'as un petit écart entre leur univers et celui de Nirvana. Mais une des meilleures également, c'est Force of July de Soundgarden, qui est une espèce de performance vocale de Chris Cornell de base, et il y a une alternance chant clair, chant hurlé, qui marche trop bien, parce que tu sais, genre Force of July, t'as un côté un peu, comme beaucoup de trucs de grunge, t'as un côté un peu planant au début, tu vois, genre tu sais, plutôt chill, et t'as le refrain qui est plus heavy comme ça, tu vois. Et genre, ils ont vraiment bien mis ça en place. Mais il y a des groupes comme ça qui sont très forts pour ça. Et d'ailleurs, il y en a un qu'on va citer, qui n'est pas un artiste qu'on apprécie particulièrement humainement, mais qui est quand même très fort sur ces trucs-là, c'est quand même Marilyn Manson. Ouais, Manson, parce que Sweet Dreams ultra iconique. Et pour moi, la meilleure, c'est Tainted Love. Ouais, on était d'accord sur celle-ci aussi. La réalité, c'est qu'elle est... C'est quoi, c'est Soft Cell, non? Le groupe c'est Soft Cell, non? Ouais, c'est Soft Cell, ouais, tout à fait. Vraiment, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Ouais, parce que c'est pareil, t'as une espèce de matériel de base un peu similaire, ce côté un peu soirée, un peu indus, comme ça, un peu menaçant aussi, tu vois. Full 80, et qui est repris. Ouais. Et pour moi, voilà, on a cité 6 chacun environ, là, quelque chose comme ça. On est quand même dans le top de ce qui pour moi se fait en matière de cover. Je peux en remettre une dernière, je crois. Régale-toi.
Under My Thumb de Pentagram. C'est pareil, une des rares trucs où je trouve que la cover est meilleure que l'original. Elle a un côté très naïf, elle est sur une compilation, c'est First Desire 2 il me semble, où justement le groupe avait 20 ans à l'époque. T'as quelque chose de très vivant, tu vois ce que je veux dire, de un peu plein de promesses, et un peu triste aussi, et il y a une espèce de patinage du temps qui est magnifique, j'adore ce titre. Ah, mais je comprends tout à fait. Donc voilà, on vous a donné quelques exemples. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire vous les. Ce que vous aimez, ouais. S'il y a des titres qui vous ont marqué, des covers, parce qu'en fait, il y en a tellement aussi que quand on a un peu recommencé nous à faire du déterrage de ce qu'on a écouté et des trucs, en fait, on se rend compte qu'il y a une liste quasi infinie. Donc n'hésitez pas si vous avez des chaudes recommandations là-dessus. On passe au flop peut-être maintenant, celles qui sont vraiment catastrophiques. Alors la liste est tellement longue. Déjà on a cité plein, tous les trucs de pop de merde là et tout, genre. Il y en a quand même une flopée vraiment de catastrophiques. Mais on peut reparler de Black Sabbath, dire que vraiment c'est pas bien. Que c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner pour moi, Euforest de Behemoth. Elle est ultra gênante. Avec Nicolas de Shining. Elle est giga dure à écouter. On était confinés. Et genre ça a rendu le tout encore plus difficile. Ah, c'est ce qui a gâché mon confinement. Le reste... Non, celle-ci, je la trouve catastrophique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi deux reprises de The Trooper. En fait, The Trooper, j'ai une relation assez bizarre à cette chanson. C'est que d'un côté, je l'aime beaucoup. L'original, j'entends d'Iron Maiden. Parce que j'ai appris un peu la guitare en la jouant, etc. Mais en fait, c'est pas celle dont j'ai vraiment plaisir à réécouter Iron Maiden. Et elle me gonfle un peu. Et en fait, je crois que par extension, toutes les reprises me saoulent immédiatement. Parce que justement, c'est souvent... Elle a un côté un peu goofy en plus, tu vois, genre avec la réponse... Et du coup, je trouve que quand c'est repris, généralement, c'est juste accélérer le tempo et c'est de la merde. Et pour moi, la pire reprise all time, c'est la reprise du groupe finlandais de métal gothique de mémoire qui s'appelle Sentenced. Où en fait, ils ont pris le titre initial, ils se sont dit on va mettre à 280 BPM et on va gueuler avec une voix bien écorchée. C'est atroce. Ça n'a aucun intérêt et c'est vraiment ça. Et il y a The Who aussi, le groupe qui l'a repris. Le groupe de folk metal mongol là, avec du chant de gorge et tout. Aucun intérêt, vraiment. Et je trouve qu'elle est vraiment abyssale. Et peut-être aussi une dernière chanson, peut-être Cowboy Song de Anthrax. Vraiment que je trouve nul à chier. J'ai pas d'autre explication que ça. Je trouve que c'est vraiment raté. Je trouve que vocalement ils ont détruit ce qui, par rapport au titre initial, vraiment aucun intérêt. Donc pour moi, elle est vraiment dans le top flop parce que on apprécie aussi le côté flop par rapport à la qualité des artistes d'un groupe. On se dit ils auraient pu faire quelque chose de top. Exactement. Et en plus ils pondent une horreur. Et je trouve que Anthrax globalement, les covers qu'ils ont fait étaient souvent à chier. Et pour moi celle-ci, elle est vraiment nulle, vraiment. Pareil dans le truc de type on aurait pu penser que ce serait mieux. Je trouve qu'il y a pas mal de reprises de Black Sabbath qui apportent pas grand chose. Sleep Snowblind, elle est pas catastrophique, mais elle est un peu scolaire. C'est dommage d'être resté là-dedans. Moi, celle que je déteste le plus, mec, c'est Tainted Love par Sepultura. Elle est vraiment ultra goofy. Et je la trouve insupportable. Celle-ci, elle est dure. Comfortably Numb par Body Count aussi. En fait, il y a cette fois-ci, ils ont changé d'univers, mais tellement que ça fonctionne pas. Et pourtant, mec, c'est un featuring avec David Gilmour. Ce qui fait qu'il y a quand même tu vois, genre une reconnaissance des pairs, tu vois. Mais elle est dure. Eleanor Rigby de Pain, elle est compliquée. Elle est compliquée. Elle est vraiment compliquée. Et ouais, moi, si je devais en citer une dernière, je crois que j'ai envie de reciter celle de Disturbed. Juste pour réinsister sur le fait qu'elle est vraiment tu peux citer Zach Sabbath aussi. Zach Sabbath, nul à chier. Ouais, nul à chier, Zach Sabbath. Zach Sabbath aussi, je crois. Non, on vous laisse là. Ah, attends. Dernier truc que j'avais oublié dans celle qu'on aime bien. Mec, If You Have Ghost de Ghost. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Rocky Erickson, d'ailleurs, c'est un mec qui a été quand même pas mal redécouvert par les reprises, tu vois. Parce qu'il y a celle-ci, il y a Chelsea Wolfe qu'on a refait aussi, tout à fait, exact. Et ça, c'est aussi pas mal de voir que les reprises, mine de rien, ont pu déterrer un peu des trucs enterrés par le passé. Surtout sur des groupes comme Ghost qui ont potentiellement un public très jeune et qui a absolument aucune idée des références du groupe, etc. Donc, de toute façon, c'est aussi une des dimensions de la cover. Quand on parlait de rendre hommage tout à l'heure, il y a aussi un côté remettre sur le devant de la scène des groupes qui sont potentiellement moins connus de l'époque et dont on a envie de un peu rendre ces lettres de noblesse en disant regardez, on reprend, mais allez quand même écouter l'original. Celle de Ghost, elle est pas mal, effectivement. Effectivement, en y réfléchissant, c'est pas trop mal. C'est bien, on finit sur une note plus positive que toutes les merdes qu'on a citées juste avant. Ça, c'est beau. On pourrait dire Zach Sabbath avant de nous quitter. Zach Sabbath. Et Disturbed aussi. Donc voilà, c'est tout pour nous sur le sujet de la cover. Je pense qu'on pourrait le résumer en disant les covers, c'est un peu de la merde. On pourrait le résumer comme ça. Clairement. mais
Les gens râlent trop quand même, de manière Ouais, tu générale, penses les gens râlent trop. Alors, sachez que initialement on voulait faire une conclusion, on allait juste complètement déféquer sur le principe des covers et des cover bands, mais vu que la Juventus vient de gagner 4-1, forcément Victor a un grand sourire sur le visage et du coup ça a changé toute la vision qu'il avait du sujet. Ouais, Et il est presque à nous dire que va peut-être lui-même fonder un cover band. Ouais. Ouais, que j'appellerais Harry, tu vois, genre Harry Cover ou un truc comme ça, hein, ça marcherait gros. Hein. Vous voyez ce que je dois vivre. Ouais, voilà. Bref. On en a fait assez pour aujourd'hui. Il fait super beau. On aimerait bien vous dire qu'on va faire des activités productives et s'aérer, mais je pense qu'on va juste jouer à Towerfall. Abonnez-vous et à très vite.